Professeur Didier Raoult, la semaine dernière, votre vidéo n'est sortie qu'après l'annonce du dernier gouvernement. Que pensez-vous de ce gouvernement ? Oui, d'abord, je m'excuse pour ceux qui ont l'habitude de les voir le mardi. Je ne voulais pas dire que les ministres avaient changé avant qu'ils aient changé pour de bon. Donc je pensais qu'ils allaient être changés le mardi pour le Conseil des ministres le mercredi. Ça a été un peu retardé, donc j'ai retardé cette sortie. Ce qui était très important, c'est de dire, vous savez, il ne faut pas, dans la vie, il ne faut jamais se croire tout-puissant, ni immortel. On est là pour un temps donné, et les gens qui s'imaginent avoir ce pouvoir d'une manière définitive se trompent. D'abord, ça ne dure pas très longtemps. Vous voyez, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ça dure un peu plus que d'habitude, mais généralement, moi, les deux ministères auxquels j'ai affaire, les ministres durent 2 ans et demi en moyenne, si vous regardez sur des années, et donc pendant ces 2 ans et demi, ils ont l'impression qu'ils sont tout puissants, si vous voulez, mais c'est une illusion terrible qui est décrite depuis l'histoire d'Agamemnon dans l'Iliade. Il ne faut pas se laisser prendre par les brises, il ne faut pas utiliser les moyens d'État pour régler ses états d'âme personnels, et donc c'est très régulièrement, on voit ces gens qui pensaient qu'ils étaient tout puissants, le lendemain se retrouver dans d'autres fonctions, voire pas de fonction du tout. Et donc c'est le point sur lequel je voulais attirer l'attention. Maintenant, le nouveau gouvernement, moi j'ai strictement aucune prévention contre personne. J'espère que les choses se passeront plus simplement. La ministre de la Santé, j'ai eu l'occasion de la rencontrer quand je suis passé à l'Assemblée nationale. Elle m'a paru une femme normale et de bon sens. Je renouvelle la proposition de la rencontrer si elle le souhaite et si elle a le temps, de l'accueillir ici si elle le souhaite et si elle a le temps. Écoutez, c'est un bijou de ce pays. C'est déraisonnable de s'être mis dans des états pareils contre un fleuron des maladies infectieuses au monde. Donc moi je suis à leur disposition. Il y a d'autres maladies infectieuses qui naîtront, qui se développeront. Et donc moi tant que je suis là, je suis prêt à aider, à conseiller. Quand je serai plus là, les gens qui sont ici sont parfaitement compétents. C'est là qu'il y a la plus grande concentration de gens de très haut niveau. Bon, il ne faut pas nous ostraciser, nous exiler du monde des décisions, y compris si, bien entendu, quand on est sur le terrain, on ne pense pas exactement la même chose que quand on est dans les bureaux. Donc, mais il faut se servir de cette force, parce que ça serait dommage. Donc je lui refais cette proposition. Le nouveau ministre de la Recherche est quelqu'un qui a fait de la recherche, donc déjà c'est quelque chose par rapport à ce que nous avions avant, donc probablement qui comprend mieux la recherche, en particulier notre recherche à nous, qui est une recherche empirique. Donc là aussi, elle est bienvenue, puis je suis content qu'il y ait un Sénégalais ou un demi-Sénégalais qui soit à l'Éducation nationale, parce que, bien entendu, j'ai une tendresse pour le Sénégal que tout le monde connaît. Donc on verra bien. J'ai pas l'habitude de prédire pour ça plus que pour autre chose. Des gens dont je pensais qu'ils auraient des fonctionnements pour lesquels ils avaient tout le curriculum vitae pour être des gens de qualité qui l'ont pas été. À côté de ça, il y a des gens que je connaissais pas du tout, qui semblaient pas y être préparés et qui ont été très bons. Tout ça, c'est dans la mise en œuvre. Simplement, ce que si je peux me permettre de suggérer à mon âge quelque chose, il ne faut pas être pris d'hybris, il ne faut pas se croire tout puissant. Et c'est très difficile parce que tout l'environnement des ministères que j'ai vus et que je connais vous donne l'impression qu'effectivement vous êtes tout puissant et vous êtes juste là pour essayer de faire avancer le pays pendant un temps très limité. Et il ne faut pas se prendre la tête avec ça. C'est la recommandation que j'ai. Il y a eu beaucoup de questions, de débats sur l'éthique. Pouvez-vous nous en dire un mot ? D'abord, oui, bien sûr, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et depuis longtemps. Il faut savoir qu'en France, j'ai créé le premier comité d'éthique animale en 1989, vous voyez, il y a bien longtemps. Parce qu'il y a eu tout un drame dont plus personne ne se souvient, en particulier les plus jeunes, avec Brigitte Bardot qui avait attaqué un des collègues qui faisait des expérimentations sur les chiens. À l'époque, la régulation sur les animaux d'expérimentation était ce qu'elle était, et donc les gens identifiaient les chiens, leurs propres chiens qui avaient disparu. Et j'avais fait 2 choses à l'époque. J'avais interdit dans toute la faculté de médecine, puisque j'étais responsable de la recherche, les expérimentations sur les chiens, sur les chats et sur les singes, dont je pensais qu'ils étaient des animaux pour lesquels on avait trop de rapports affectifs pour les transformer en modèles expérimentaux. Je me suis disputé avec quelques collègues, mais ça a été décisif, et j'ai créé un comité d'éthique animale avec la SPA
pour que tous les projets expérimentaux animaux, bien avant que ce soit la loi, parce que je pensais qu'on était arrivé à des dérives qui n'étaient plus acceptables, d'abord sur le plan éthique et personnel, et d'autre part sur le plan de la population. Donc j'étais très attaché à ça. Je suis intervenu une deuxième fois après la première loi de bioéthique, qui avait été mise en place par mon ami Jean-François Mattei, mais qui comportait des éléments qui rendaient impossible certains éléments de recherche qui ne heurtaient personne, qui n'allaient pas contre les grands thèmes de l'éthique. Et en particulier, je me souviens, j'avais un camarade ici qui voulait faire une étude sur l'âge osseux des enfants en regardant les radios des urgences pour corréler l'âge avec les radios de l'os. Et c'était interdit de le faire dans le cadre de cette première loi de bioéthique parce que on n'avait pas dit aux parents qu'on allait regarder les radios pour regarder l'âge osseux. Donc c'était excessif. Alors, c'était anonymisé, vous voyez, et donc il a été obligé de faire son étude en regardant des os d'enfants tunisiens pour pouvoir déterminer l'âge osseux dont les gens avaient besoin pour la médecine légale. Donc, vous voyez. Et donc j'étais allé voir un sénateur qui se trouve avoir été mon patron et qui était aussi le patron de Jean-François Mattei, qui s'appelait Francis Giraud, il est mort hélas, qui était un homme très rationnel et plein de bon sens, qui avait été directeur d'une commission du CNRS, directeur du CNRS et un grand pédiatre. Et ensemble, nous avions discuté de remettre en forme un élément de la loi qui est passé d'ailleurs en disant, écoutez, ce qui était l'ancêtre, quand c'est des déchets ou quand c'est quelque chose qui peut être utile et qui est anonymisé et qui n'est pas réalisé spécifiquement pour une étude, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire, et ça rejoint les éléments de la loi romaine très ancienne, qui est les déchets n'appartiennent à personne. Il n'y a pas de lien entre vous et les déchets, puisque d'ailleurs les déchets, vous les mettez qui dans les poubelles, qui dans les toilettes. Donc cet élément-là du déchet, à condition que vous ne puissiez pas retracer, que vous ne fassiez pas d'études génétiques pour retracer à qui c'est, mais si vous regardez, moi j'avais demandé plusieurs fois à des comités d'éthique très sérieux, si vous voulez, est-ce que pour analyser les matières fécales, on a besoin de faire une expérimentation où je disais non, si les gens, au lieu de les mettre dans les toilettes, vous les donnent, et à condition que vous ne le traciez plus, ceci, c'est juste de l'usage des déchets. Donc il faut rester à des choses, et il faut faire attention qu'on ne rajoute pas une loi de bioéthique tous les 3 ans, si vous voulez, parce que les gens ont de l'imagination, on rajoute des choses finalement qui ne sont pas raisonnables et oublient des choses qui sont très importantes. Et vous voyez, moi je me réfère toujours, parce que les lois passent, les législateurs ont parfois trop d'imagination, à la déclaration d'Helsinki, que là aussi, tout ce que je dis, vous savez, vous pouvez le vérifier, c'est pas très compliqué, c'est sur Internet, c'est la déclaration que utilisent tous les pays du monde pour définir ce qui est éthique. L'éthique, c'est le mélange de la morale et de la société. C'est qu'est-ce qui est... La morale, c'est quelque chose qui est censé être transcendant pour certains d'entre nous, et la société a des contraintes et des règles, et donc l'éthique, c'est le mélange entre les deux. L'éthique, c'est pas la morale, l'éthique, c'est le mélange des deux. Et donc, c'est défini depuis Aristote. Et donc, dans l'éthique, il y a quelque chose dont je pense que ça n'a pas été transposé en France, et j'espère que ça sera transposé, et que ça sera transposé vraiment de manière très importante, parce que je vois que les gens s'excitent beaucoup sur des détails de formalisme. Est-ce que ça, bien que les gens aient été volontaires, bien que ça ne représente pas de danger, bien que ça représente un bénéfice pour la société, vous n'avez pas suivi la manière dont moi j'interprète la réglementation, ce qui est une chose, mais ça, en revanche, le fait que quand on propose à un malade, on doit lui dire si on a un conflit d'intérêts, c'est-à-dire est-ce que je touche de l'argent pour faire l'étude à laquelle je vous propose de participer. Ça, vous savez, c'est essentiel parce que c'est un changement du contrat que vous avez avec votre malade. Normalement, vous avez un contrat avec votre malade de faire tout pour le soigner le mieux possible. Si vous gagnez de l'argent en participant à une étude, vous devez lui dire, parce que vous avez changé la nature du contrat, ça fait partie de quelque chose qui est appliqué dans le monde entier, mais qui n'est pas appliqué en France. D'accord ? Quand vous avez un comité de protection des personnes, vous devez présenter le papier
que vous allez remettre malade, et vous ne mettez pas ça dans... Personne n'exige que dans le papier, vous dites, écoutez, voilà, vous savez, moi je touche 100 € par malade, ou 1000 € par malade, ou si j'arrive à remplir ça, j'irai dans un congrès, dans un palace à Prague, ou à Boston, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais dans la déclaration d'éthique, vous êtes obligé de le dire. Et puis la deuxième chose, c'est pour les publications scientifiques, et vous savez que c'est quelque chose qui nous a occupés, et qui nous a valu beaucoup de haine. Nous avons demandé systématiquement que les gens déclarent, comme les publications scientifiques devraient le faire, et ce qu'elles n'ont pas fait, y compris les plus grands, c'est-à-dire le New England, le Lancet, c'est de demander aux gens quels étaient leurs conflits d'intérêts. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà été payé par Gilead, Pfizer, avant de tirer vos conclusions sur l'efficacité de telle chose ou de telle chose. Et ça n'était pas fait en grande partie, en particulier en France. Et donc en France, nous avons un retard sur la transparence des rapports d'intérêt que certains médecins ont quand ils proposent à des malades d'être inclus dans un travail. D'accord ? Et donc ça, c'est quelque chose qui fait de nous une spécificité, d'accord ? Puisque ça, c'est le monde entier qui applique ça. Et donc, nous avons une spécificité, c'est que nous dissimulons des liens d'argent que peuvent nous rapporter l'expérimentation que nous avons sur les malades. Et donc, quand on parle d'éthique, moi je vous assure qu'ici, quand on fait l'expérimentation, on ne gagne pas un sou, on n'a pas de problème. Et donc, si vous demandez aux malades, vous savez, je vais vous donner, en particulier le pire de tout pour moi, c'est les essais de non-infériorité. Quand vous dites à un malade, écoutez, je vais vous donner un médicament dont je ne suis pas sûr, c'est pour ça qu'on le teste, qu'il soit aussi efficace que le traitement de référence, mais on doit montrer, pour pouvoir le commercialiser, qu'il n'est pas plus mauvais que le traitement de référence. Et ça me ferait plaisir que vous participiez à ça, parce que comme ça, je gagnerai de l'argent. Je ne suis pas sûr qu'on l'a testé. Il y a moins de 30% des gens qui acceptent, si vous leur dites la vérité. D'accord ? Donc, il faut revenir à une chose dans laquelle ça existe, c'est régulé, c'est pas Didier Raoult qui le dit, c'est la déclaration d'Helsinki, c'est pour le monde entier, vous pouvez regarder ça sur Wikipédia, et moi je suggère qu'une des tâches que pourrait avoir ce gouvernement, ou le prochain Parlement, c'est de mettre en place maintenant ce que le monde entier demande, c'est-à-dire quand vous gagnez de l'argent en incluant un malade qui est venu vous voir pour vous demander de le soigner, et vous faites un essai qui va vous permettre de gagner de l'argent là-dessus, vous devez lui dire. Donc ça va de soi, d'ailleurs c'est ça, l'éthique médicale, c'est celle-là. L'éthique médicale, c'est pas de prendre de l'argent en cachette, sans le dire au malade, qui vous a servi à gagner de l'argent, en dehors du rapport médecin-malade, c'est-à-dire qu'il y a une tierce personne dans le contrat, et que vous devez lui dire. Que pouvez-vous nous dire au sujet des quelques cas de monkeypox ou variole du singe qui se sont déclarés ces derniers temps en Europe ? Alors, le monkeypox, c'est une maladie qu'on a découvert au moment de la fin de la variole. C'est-à-dire, à la fin de la variole, l'extirpation de la variole a fini par une stratégie d'encerclement, qui est une stratégie extrêmement efficace, qui avait été mise en place par un type génial qui s'appelle Fenner, qui est un Australien, et qui constituait non plus à vacciner tout le monde, mais à se concentrer autour des cas résiduels de variole qui existaient, qui étaient les derniers cas existaient en Afrique. Et donc, il y avait à l'époque des affiches qui promettaient, je ne sais pas combien, je ne me souviens plus, c'était $1000 ou quelque chose comme ça, si on déclarait qu'on trouvait un cas de variole en Afrique, et qu'on le signalait que c'était vrai, on gagnait $1000. Et donc, c'était pour attirer l'attention de la population sur le risque en mettant des photos, etc. Et dans ce cadre, ont été trouvés des gens qui avaient quelque chose qui ressemblait à la variole, parce que bien sûr, la variole, il y avait tout un échantillon de variole grave, des varioles bénignes, et il y avait des cas de variole bénigne, et dont l'analyse a montré qu'il ne s'agissait pas de variole, mais d'un autre poxvirus, un virus très proche, qu'on a retrouvé chez les singes en regardant, et donc on l'appelait le monkeypox, pour le dénommer. En réalité, ce que l'on pense actuellement, c'est que les poxvirus en général viennent des rongeurs. Certains sont passés chez la vache, ça a donné la vaccine. Le nom nous est resté avec le vaccin. Certains sont passés chez l'homme, ça a donné la variole. Certains passent de temps en temps chez le singe. Mais du coup, on avait, en l'appelant monkeypox, et avant de se rendre compte que l'origine des pox, c'était surtout les rongeurs,
Du coup, il y a des rongeurs qui ont été importés d'Afrique aux États-Unis, et c'est devenu là-bas une maladie des très riches. Ce qui est intéressant de ces maladies infectieuses, c'est plutôt les maladies pour les pauvres, parce que il y a un rongeur africain qui a été importé dans une animalerie, et dans cette animalerie, il présentait une forme asymptomatique, il a contaminé les chiens de prairie. Les chiens de prairie, c'est les marmottes en réalité, hein, qui vivent dans la terre, et alors les gens qui sont milliardaires, très riches, hein, avaient à l'époque, c'était la mode, des espèces d'aquariums de terre dans leur maison, et ils mettaient les chiens de prairie et regardaient les trous que faisaient les chiens de prairie, ils sortaient, puis c'est des gentils animaux, et ces chiens de prairie avaient tous été contaminés dans cette animalerie par le monkeypox, et donc il y a eu une petite épidémie de monkeypox chez les milliardaires aux États-Unis, mais après, il n'y a pas eu de transmissibilité entre les uns et les autres, parce que la maladie ne s'est pas transmise à ce moment-là, il n'y avait pas de transmission interhumaine. Donc moi je connais cette histoire, c'est une histoire très intéressante, c'est ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, hein, et donc il y a des infections à poxvirus avec les nouveaux animaux de compagnie. Nous on a eu quelques cas, en particulier on a eu des cas, il y a des gens qui ont maintenant comme nouvel animal de compagnie des rats blancs. Et donc on a eu des cas, nous, moins de cas, d'infection par des virus, puisque je vous dis c'est des virus rongeurs, hein, d'infection avec des poxvirus différents, hein, de ceux-là, mais qui sont des poxvirus aussi, qui en portant leur rat sur le cou, tac, ils avaient un bouton là, donc dans lequel il y avait le virus pox qu'on a isolé, qu'on a publié. Hein. Donc sont des zoonoses, sont des virus qu'on trouve chez les animaux. La source initiale sont les rongeurs, et puis de temps en temps, il y a un saut d'espèces, c'est-à-dire que ces virus de rongeurs peuvent donner au début des infections sporadiques, ça reste à ce moment-là des zoonoses, et puis à un moment, il peut y avoir une transmission interhumaine, et là, c'est susceptible de devenir une maladie interhumaine. Alors, le devenir, après cette étape, c'est ce qui s'est passé avec le coronavirus, hein. On sait bien maintenant, la plupart des gens pensent ça, que ça vient des chauves-souris, c'est passé des chauves-souris aux humains, on ne sait pas s'il y a eu des animaux intermédiaires, hein. Pour le premier SARS, on pense que c'était chauve-souris, c'est passé sur des petits mammifères carnivores avant de passer chez l'humain. C'est possible qu'il en ait été de même pour le Covid. Et puis ensuite, si ça devient une maladie transmissible en interhumaine, eh bien, ça dépendra de sa transmissibilité et de son niveau de transmissibilité. Pour l'instant, ça semble assez limité à des gens qui ont des facteurs de risque et de proximité extrême. Demain, ce que ça deviendra, là, comme d'habitude, on ne peut pas le prédire. Vous voyez. Donc, vous voyez d'ailleurs, moi j'ai toujours sur mon bureau les derniers sursauts, les derniers rebonds de ce qui se passe avec le Covid. Vous voyez que quand on était là, que les gens essayaient de prédire ce qui allait se passer, vous voyez que la capacité à prédire qu'à chaque fois il apparaîtrait un nouveau variant qui donnerait une nouvelle épidémie plus ou moins longue, à part de dire qu'il n'y en a pas beaucoup l'été, vous voyez, ça semble un phénomène qu'on peut constater et qui est récurrent, ça s'arrête avant l'été, et puis hop, il y a un nouveau variant qui repart. C'est pas le même, hein, c'est pas des rebonds, ça c'est des nouveaux variants. Eh bien, qui pouvait prédire ça? Ma foi, je sais pas. Qui pouvait prédire que toutes les mesures qu'on prendrait ne changeraient pas rien du tout à la cinétique de la maladie? Personne. Vous voyez qu'on a commencé à faire du vaccin ici, on ne peut pas dire que c'est bouleverser la cinétique de l'épidémie. Après, vous pouvez toujours dire, ça c'est toujours imaginer que s'il n'y a pas le vaccin, il y en aurait encore plus, c'est possible. Enfin, personne ne peut dire une chose pareille. Tout ça, les modèles ne sont pas plus vrais maintenant que ce qu'ils étaient vrais là. Hein. C'est pareil, c'est les modèles. Tout ça, c'est de la science-fiction. Des fois, parmi tous les romans de science-fiction, il y en a qui ressemblent à la réalité quelques années après, mais pas tous. Donc c'est une chance. Donc plus vous faites de prédictions, plus il y a de chances qu'il y en ait une qui soit vraie. D'accord ? Mais c'est comme ça. Par exemple, nous, on ne croit plus. On croit encore au modèle mathématique pour un temps. Hein. Beaucoup de gens commencent à être un peu sceptiques sur les modèles prédictifs. Mais vous savez, les Romains coupaient les volailles pour regarder s'il leur manquait le foie. Donc il y avait des gens qui disaient qu'il y avait des volailles qui n'avaient pas de foie. Mais c'est pas possible, personne ne croit ça. Et donc on disait, regardez, si vous lisez les auteurs romains, écoutez, on a regardé les hospices et on a ouvert le foie, le foie, et c'était un très mauvais signe parce qu'il n'y avait pas de foie. D'accord ?
pillaient les aruspices, qui regardaient les oiseaux pour regarder dans quel sens ils allaient. Et s'ils allaient dans un sens, eh bien c'était un bon signe. S'ils allaient dans l'autre, c'était un mauvais signe. Maintenant, personne ne croit ça. Mais les humains avaient besoin. Et à l'époque des Grecs, il y avait des devins qui vous disaient, voilà, si vous voulez, voilà la prédiction, et voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Et donc, il y avait, comme nous avons eu, vous savez, l'Iliade commence comme ça, je terminerai comme ça, parce que tout a commencé dans notre histoire par l'Iliade, quand même. Hein. L'Iliade, ça a commencé par la peste. Et qu'est-ce qu'il faut pour arrêter la peste dans l'Iliade, dans le camp des Grecs? Il faut rendre Chryséis, qu'on a enlevé un devin qui a un pouvoir considérable, qui est l'ami d'Apollon, et Apollon a envoyé la peste aux Grecs pour les punir d'avoir enlevé Chryséis. Vous voyez, eh bien, il faut avoir des devins pour nous dire comment arrêter la peste, et ce phénomène qui est un phénomène intrinsèquement humain, qui est celui de prédire et de trouver des moyens magiques pour arrêter les choses, continue à être dans notre esprit, parce que notre cervelle n'est pas radicalement différente de ce qu'elle était il y a 3000 ans.